Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, vous qui nous suivez au cours de cette émission au cœur de la société, comme vous le savez toujours, nous parlons de tout ce qui touche la société congolaise en général et la population de notre très cher et beau pays. Ces soirs, nous recevons sur ces plateaux, pour vous, uniquement pour vous, le collectif de familles des victimes du naufrage de bateau MV Merdi survenu sur le lac Kivu. C'était un certain jeudi, 3 octobre 2024. Alors, en face de moi, j'ai M. Abajoué Bahati Némi, il est porte-parole de la structure. À côté de lui, il y a M. Kachelewa Joseph, il est rapporteur de la structure, à qui j'ai dit bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Alors, on est impatient de découvrir ensemble avec vous. On a suivi la version officielle de l'État après le naufrage de MV Merdi sur le large du lac Kivu. On a appris qu'il y avait plus ou moins 58 décès, 23 décès et 58 disparus, si je ne me trompe. Donc les bilans étaient encore, n'étaient pas précis, mais on a suivi quand même l'assistance que le gouvernement congolais, à travers la ministre des Affaires humanitaires, qui s'appelle Alina Mounana, voilà, Aziza, qui n'a pas manqué d'assister les familles des victimes d'une certaine manière pour essayer d'enterrer ceux qui étaient encore récupérés et les disparus. Malgré les recherches, nous connaissons tous l'issue de ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, nous allons connaître un peu plus parce qu'eux étaient sur place. Ils sont tous ressortissants du Sud Kivu, précisément du territoire de Calais et de Massissi. Et là où plusieurs familles ont quitté leur foyer pour aller vendre leurs marchandises à Goma. Alors, d'entrée de jeu, je me reconnaître, c'est quoi votre version? Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous sommes sincèrement affectés par votre générosité, du fait que vous nous recevez ici dans notre studio. Comme vous l'avez évoqué, nous sommes Congolais et nous sommes chez nous au Congo. Nous sommes présentement à Kinshasa et c'est juste un mission de plaidoyer. Plaidoyer par rapport à ces drames qui nous avaient frappés tous, dans ces dates comme vous l'avez évoqué. C'était un jeudi comme vous l'avez parlé, le 3 octobre 2024 passé. C'était vraiment, et c'est un jour inoubliable pour nous. C'est un jour vraiment d'une mauvaise mémoire. De toutes les façons, nous sommes affectés. Moi, personnellement, en tant que Némi Abajoué Bahati, président et porte-parole du collectif de ces victimes, et victimes directes, je vais dire, nous sommes là pour juste devoir ou bien vouloir parler auprès de notre gouvernement à travers notre chaîne ici, encore une fois, et au travers des peuples congolais qui nous suivent à ces moments. Nous sommes là, je disais que moi personnellement j'ai été affecté parce que dans ma famille respective, j'ai perdu 27 personnes. 27 personnes. Et à bord, ma fille aînée qui faisait sa licence, qui défendait déjà sa licence, qui quittait Minova pour le moment. Parmi les 27, je n'ai retrouvé qu'un seul corps, et le corps de ma petite soeur. Au nom des téléspectateurs, bien sûr, et de nos miens propres, nous vous souhaitons nos condoléances, bien sûr. Merci. Pour cette dure épreuve. Sincèrement, merci. Bon, en fait, nous sommes là. Comprenez qu'il y a eu beaucoup de dérapages par rapport aux communications, différentes communications, je voulais dire, parce qu'il y a des communiqués, comme vous l'avez évoqué, le gouvernement, juste, je vais dire, le même jeudi, le gouvernement provincial, le gouvernement militaire, parlait bien des vice-gouverneurs qui avaient juste communiqué, disant qu'il y a eu autant. Mais nous, en tant que victimes directes, on devrait passer au créneau et dire que non, ce n'était pas ça. Et là, bon, on avait vu que c'était déjà des contradictions entre nous, victimes directes, et les gouvernements au niveau du... Mais puisque le manifeste, semble-t-il que le manifeste du bateau n'a jamais été retrouvé. Ouais. Mais comment vous attestez le nombre de personnes à bord si on n'a pas la preuve qu'il y a eu du manifeste qu'on n'a pas retrouvé? Et c'est ça, c'est ça le jet du gouvernement qui est en train d'être fait. Nous, en tout cas, nous mettons le gouvernement à défi. Parce que si les manifestes seraient là, on n'allait pas dire non, il y a ces là. Mais ce que nous disons, nous en tant que victimes, c'est nous qui sommes touchés, c'est nous qui sommes affectés directement.
Et ensemble, les victimes, en tant que collectif maintenant, nous nous sommes mis ensemble. Et on a exigé que chacun puisse venir faire identifier son disparu. Donc vous avez mené des enquêtes des fonds. Oui, des enquêtes et même amener des photos. Recenser les familles sur place. Oui, pour attester les familles sur place. On amène les photos que nous avons. Et après avoir fait cet identifié, nous sommes arrivés, cette identification, je voulais dire, nous sommes arrivés à plus de 500 personnes. Plus de 500. Okay. Contrairement à ce qui était dit, non, il y avait eu, je ne sais pas moi, 23 et 51 personnes, je ne sais plus qui est rescapé, il y avait tout ça. Non, ça c'est du mensonge. C'est du pire mensonge. Mais qu'est-ce qui s'est concrètement passé, Président Abajoué? Expliquez-nous, c'était quoi le problème? Parce qu'il y a plusieurs sources, on parle même de, semble-t-il, de commerce illicite qui s'est fait dans ces bateaux. Heureusement que vous tombez à disons. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est quoi? Je vais dire ceci. En fait, il y a plusieurs causes. Et nous sommes ici pour vous parler des causes, des conséquences aujourd'hui et des recommandations de nous en tant que victimes directes. Ce que nous voulons dire comme cause d'abord, je vais dire tout haut, et ce que nous sommes en train de vouloir parler, d'abord, c'est l'imposition du M23 qui s'impose pour les barricades de la route Minova-Goma. Donc, Minova-Goma, il y a 50 km. Là, on va parler directement d'insécurité. Insécurité, et on se demande pourquoi seulement la route Minova-Goma qui soit bloquée. La zone est occupée, on ne sait pas exploiter la route. Oui, et pourtant, il y a une zone occupée par les M23 de l'autre côté, mais aussi par le gouvernement de l'autre côté. Vous allez comprendre, nous sommes vraiment de l'Est. Nous pouvons vous donner la photo de cette situation. Goma-Ruchuru, le passage est libre. Vers Bunagana, vers, je ne sais pas, Ruchuru et partout là-bas. De Goma-Kichanga, le passage est libre. Là, il y a M23, il y a le gouvernement de l'autre côté. De Goma-Massissi, le passage est libre. Seulement, si les tronçons, Minova-Goma, c'est là que ça cloche là-bas. Et c'est la route la plus exploitée parce qu'il y a des commerçants Si. Donc, Minova, en tant que commune, je vais dire, Minova, en tant que grande cité, ça s'alimente juste par Goma. Parce que c'est à 50 km, il y a des allées et des retours. Kinshasa, on peut dire que c'est dans une même commune. Pour que les gens comprennent, qu'est-ce qu'on produit concrètement à Minova pour alimenter Goma? À Minova, c'est les denrées alimentaires. Les denrées alimentaires qui se produisent là-bas, et les commerçants qu'il faut Goma pour prendre les produits finis, les s'acheminer vers il y a que ça? Oui, il y a autre chose aussi. Il y a autre chose bien sûr, parce qu'il y a des matières premières qui quittent de l'autre côté pour l'autre côté. Ça, je voulais dire d'abord la fermeture de la route. Pourquoi fermer cette route? C'est là qu'on se demande. Parce que même si la zone occupée par le M23 est de l'autre côté, mais de l'autre côté aussi, il y a passage sur les eaux. Il y a que le seul passage qui nous reste pour atteindre Goma. Il faut passer par les eaux, les lacs Kivu bien sûr, via Kituku, via Nzulobo. Vous ne connaissez pas bien la carte, mais c'est un peu ça. Mais cette fois-ci, il y avait des bateaux qui chargeaient au niveau de Minova, port Minova, pour amener les gens à Goma et les revenir à Minova encore une fois. On fait quitter les marchandises brutes de Minova pour ramener les marchandises. Ça prend combien de temps de quitter Minova? Parce que je sais quitter sur Kivu pour Goma, c'est la traversée la nuit. C'est plus de 8 heures. Non. Et Minova, c'est comment ça? C'est 1h30. 1h30. Minova Goma, par les lacs, c'est 1h30. Mais Minova Goma, par la route, c'est 50 minutes. On est à Goma. Maintenant, les deux bateaux qui chargeaient de Minova pour Goma, ces jours-là, les jeudis que nous déplorons ici, c'était maintenant un seul bateau qui devrait charger là-bas. Et c'était comment? Les bateaux, avec nos sources très sûres, les bateaux avaient fait 2 jours de chargement de matières premières qui quittaient les zones qu'occupent les assaillants. Et là, ça chargeait au niveau de Minova, plus maintenant les marchandises qui venaient des chats pour les amener ça à fait Goma, un surpoids. Maintenant, il faut y ajouter plus de 700 personnes dans un seul bateau. Et puis, c'était un bateau qui était déjà déclaré hors usage. Ça, c'est la version que vous avez... Non, pas seulement nous, même les agents de l'État, même les gouverneurs, son Excellence Jean-Jacques Pourouzi, l'avaient déclaré, parce qu'après ces investigations, il avait trouvé que les bateaux étaient déclarés hors usage sur les lacs Kivu. Maintenant, c'était par fraude.
via les services de l'État. C'est là que nous voulons établir la responsabilité totale de l'État. Parce que c'est ça qui avait permis que ces bateaux, malgré son mauvais état, mais ça devrait puissent partir. Puissent partir encore des Minova pour Goma. Dès là, vous trouvez les matières premières, les marchandises qui quittaient Minova pour Goma et les personnes. En tout cas, c'était surchargé. Et c'était juste à quelques mètres d'accostage, sur les ports Kitoukou, que les bateaux avaient chargé juste ce jour-là. Nous signalons que la cause principale, c'est la copie de la route. Deuxièmement, c'est les services de l'État qui avaient autorisé d'abord un bateau qui est déclaré hors usage. Deuxièmement, les surpoids dans ces bateaux. Troisièmement, après les marchandises, les nombres sans manifeste de ces personnes qui étaient à bord prouve à suffisance que l'État reste vraiment le principal responsable de ce qui s'était passé. Okay. Et c'est pour cela qu'on s'était dit que non, qu'on arrive quand même à parler avec les gouvernements. C'est par là que je vais peut-être commencer à dire oui, merci, parce que c'est vrai que la mort est fatale. Ils sont fatales, je dis. La mort est fatale. Les événements de la mort, on peut comprendre que la mort, c'est ça. Mais les événements de fatalité, parce que chez nous, on connaît beaucoup. Ce n'est pas loin de 2019, qui est encore une fois, c'est même là. Là, le chef de l'État était même sur place. Oui, le chef d'État était sur place. Il était venu honorer les morts. Plus de 149 personnes au niveau de Mukwija. C'est toujours la même zone. Mais cette fois-ci, ça a quadruplé, ça a pratiquement triplé le nombre. Pour vous permettre de respirer un peu, je vais prendre les rapporteurs. D'accord. Qui vous a mandaté aujourd'hui? Je sais que vous parlez de plus de 500 familles. Mais comment vous êtes arrivé à construire un collectif pour parler au nom d'une famille victime? Qui vous a mandaté? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Et merci aussi de nous avoir ici dans ce plateau. Et en fait, ce jeudi-là, c'est une effervescence totale dans la communauté de Calais, mais aussi dans la communauté de Goma. Parce que là où il y a plus de 500 personnes, plus de 700 personnes qui viennent de chavirer dans les bateaux, comprenez le climat qui peut être dans l'entité. Et là, le premier jour, toutes les victimes sont en émoi total. Chaque personne pleure de son côté. Au moins une famille était touchée. Oui, au moins une famille était touchée. Si vous faites les statistiques, au moins une famille était touchée. Et là, tout le monde est en embarras total. Le premier jour, il n'y a pas moyen que les gens puissent se remettre pour se reconstituer. Et là, le deuxième jour, les gens vont commencer à se ressaisir. Et c'est là que nous remercions de passage le président de la communauté Havu, de la mutualité Havu au Nord Kivu, Papa Michel Kaparali, qui quand même a suscité les victimes à vouloir se remettre pour commencer les étapes de plaidoyer. Et c'est là qu'une réunion sera tenue au stade même village aussi à Goma. Et les victimes venant de tous les coins, c'est-à-dire de Minova, de Massissi, précisément Bweremana, Diju et ceux de Goma, vont désigner les porte-parole, Nehemia Bajoué Bahati, et comité dans lequel nous serons aussi établis comme les rapporteurs. Et depuis ce jour-là, nous avons commencé les actions de plaidoyer jusqu'à obtenir l'enterrement digne de nos frères, des corps retrouvés à Minova et à Goma. Et ensuite, une grande réunion sera tenue, une réunion du Conseil de sécurité sera tenue à Minova en date du 13 octobre, réunion au cours de laquelle, sous la présidence de l'administrateur du territoire, les représentants des communautés, de la société civile et des confessions religieuses, et ce même comité sera entériné et sous la bénédiction de toute la communauté, nous avons alors continué cette action de plaidoyer qui nous a même renforcé à aller jusqu'à constituer le présent rapport que nous sommes venus présenter auprès des autorités ici à Kinshasa pour qu'il y ait réponse aux besoins de ces familles victimes-là. Vous parlez d'un plaidoyer que vous faites, mais c'est quoi le contenu de votre plaidoyer?
Vous n'êtes pas satisfait de ce qui s'est passé parce que vous parlez au moins des enterrements dignes assistés par le gouvernement. On a vu le VEPAM à l'intérieur, on a vu la ministre des Affaires humanitaires. Est-ce que vous n'êtes pas satisfait de ce qui s'était passé? Est-ce qu'on n'a pas accordé à nos frères et sœurs noyés ou disparus des enterrements, des hommages dignes en octobre? Merci beaucoup. D'emblée, les victimes étaient en train de réclamer que les bateaux qui est resté dans l'eau avec plusieurs personnes soient retirés de l'eau pour que quand même tous les corps de nos illustres disparus soient enterrés en un lieu même si c'est déjà décomposé ou quoi, qu'on constitue quand même un mémorial où tout le monde viendra et dire non, c'est ici où repose l'âme de mon frère. Dans notre et surtout pour que cela ne revienne plus. Ah oui, dans notre coutume, il est aberrant que l'on dise non, tel est décédé, mais on ne voit pas la tombe, on ne sait pas où il est enterré. Allez-y comprendre que ça doit produire des répercussions sur le mental des gens. Et pour preuve, la semaine qui vient de s'achever, nous venons d'enterrer 3 parents. Je dis bien 3 parents. Mort de chagrin. Il y a un parent qui a perdu ses 3 enfants. Il est de Kalungu. Il s'appelle Chamuogo. Il est décédé. Nous l'avons enterré la semaine dernière. Il y a aussi un papa de Minova qui a perdu son épouse. À un âge avancé, son épouse décède. Lui aussi, il n'a pas su résister à ce choc. Il est décédé. Il s'appelle Kafiata. Il y a aussi d'autres. Et donc, notre souci était que ces bateaux soit d'abord ramené de l'eau. C'était le souci premier. Mais c'est par malignité, c'est par malice que le gouvernement provincial du Nord Kivu va déjouer la carte et va récupérer certains de nos frères dont leur corps était déjà à la morgue. Il va les cajoler d'une façon ou d'une autre et ils vont accepter que l'enterrement soit fait. C'est là que sans que les autres ne soient retrouvés. Mais il y a un problème qui s'est passé parce qu'on a vu un plongeur aller vers le fer fond. Nous connaissons tout ce qui se passe sur ces lacs. Il y a le gaz méthane qui est enfoui dedans. On a vu un plongeur aller dedans et il n'a pas pu résister avec cet afflux de gaz. Il a failli y rester lui aussi. Vous ne pensez pas que ce soit la grande difficulté, le manque de moyens logistiques pour parvenir à extirper ces bateaux dans l'eau? En tout cas, je crois aux mascarades. Je crois aux mascarades. Surtout quand on veut nier ses responsabilités. Ça, c'est une mascarade qui a été jouée au niveau de Goma. Et ça, c'est le gouvernement provincial de Goma, c'est le qui avait fait ça. Et pour tromper un peu la vigilance. Je vais dire, la technologie est avancée aujourd'hui. Un peu partout, nous voyons qu'il y a même des robots plongeurs qui peuvent même descendre et prendre des photos et ramener la réalité du banc de ces eaux-là. On se demande, un plongeur où il vient, il se jette sur les eaux, on met un équipage là qui fait la patrouille sur les eaux juste la journée, et puis c'était juste pour dire au ministre de l'Intérieur qui était en préparation de venir, et que non, on fait quelque chose. Mais pour nous, en tant que vraiment victime, on a trouvé que c'était déjouer ou bien jouer un peu sur la morale. Ça vraiment, c'est encore une fois, c'est une blessure sur nous. Okay. Parce que ça, en tout cas, ça n'a pas eu d'impact. Croyez-nous. Par rapport à ça, vraiment, on dit non, rien n'a été déployé pour dire la vérité. Nous disons que la technologie est avancée aujourd'hui. Si le gouvernement pouvait fournir un effort, dire que non, nous savons que même en Chine, même je ne sais pas moi en Amérique, un peu partout, est-ce que ça peut coûter quoi à tout un gouvernement que nous avons de chercher même un seul robot? Mais est-ce que vous, le collectif, vous êtes aidé par je dirais, les notables ou encore les élus du Sud Kivu? Ils sont nombreux. Je prends l'exemple du président de l'Assemblée nationale actuellement, Vital Kamerhe. Il est de là. Est-ce que vous êtes accompagné pour arriver à vos fins? Permettez-moi de réitérer ici mes remerciements auprès d'abord du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Bien sûr que quand le naufrage a eu lieu, personne ne savait, personne ne l'avait planifié, mais au moins le gouvernement avait été touché par la présence de son Excellence Madame Nathalie Aziz Mounana, que nous avons vu juste 48 heures
après les naufrages. Nous disons merci pour sa présence. Bien sûr que nous savons que c'est son Excellence, chef du gouvernement, Maman Souminoua, qui avait fait ces efforts-là pour essayer de bouger un peu son gouvernement. Et nous saluons vraiment les présences. Mais aussi, nous voulons dire que l'Assemblée nationale, oui, nous disons merci à l'honorable président, Vital Kamerhe, qui par les députés nationaux élus des Nord et des Sud-Kivu, nous avons été ensemble avec eux, avec une enveloppe bien sûr d'assistance au DEI, j'ai dit assistance au DEI, une enveloppe de $10 000 que nous avions réussi, Nord et Sud-Kivu, et nous avons pu quand même amener cette assistance auprès de ceux-là qui étaient le plus concernés par ces naufrages. Alors nous disons en tout cas merci pour ça. Et surtout notre gouverneur également du Sud-Kivu, qui avait tout abandonné à Bukavu et était venu habiter, j'ai dit habiter avec les victimes directes, en train de les consoler. Ça nous a vraiment beaucoup tiqué. Son Excellence Jacques Pourouzi, Maman Nathalie Aziz, Maman Mounana, en tout cas, leur présence avec nous, ça avait vraiment joué sur notre cognitif, nos larmes et nos pleurs. Et ça, vraiment, on a dit, nous, quand même, nous avons un gouvernement qui nous accompagne. Je vais citer, parce que Madame Aziz, son Excellence, elle était venue juste payer aussi les factures des rescapés, parce qu'on avait connu au moins 87 rescapés de ces eaux-là. Il y a aussi les médicaments qui étaient payés, il y a aussi les vivres qui étaient disponibilisés, les cercueils, il y avait 32 ou 33 cercueils qui étaient disponibilisés, mais aussi il y avait eu acheminement ou bien rapatriement de ces corps au lieu d'origine. Parce que par exemple Minova, parce qu'il y a eu Minova un enterrement par les gouverneurs, aussi au Nord Kivu, le gouvernement provincial du Nord Kivu avait fait cet enterrement même. Comme la question vous l'avez posée, est-ce que réellement il y a encore besoin? Et pourtant nous avons été assistés. Je vais dire que oui, merci pour l'assistance. Mais je vais dire que ce n'était qu'un échantillon. Vous trouvez que sur plus de 700 corps que nous disons, les disparus, les rescapés, les quoi ça, à bord, plus de 700. Maintenant, vous assistez 32 pour l'enterrement digne. Les disparus, et c'est ceux-là qui sont surtout les plus touchés. Et c'est la question que les gens posent généralement. Comment, parce que vous êtes victime aussi, comment vous avez fait pour replérer vos membres de famille sans corps? C'est ça, c'est difficile à oublier. C'est ça les larmes que nous amenons ici à Kinshasa. Ils sont encore abandonnés. Et ça, nous disons que non, quand même, le gouvernement qui est responsable, le gouvernement dans lequel nous avons notre confiance, que le gouvernement puisse penser, il y a déjà 2 mois presque, mais rien n'est fait. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de retombées dans les communautés. Vous allez comprendre avec nous qu'il y a certaines familles qui, papa, maman, étaient partis dans ces bateaux. Et les enfants sont restés seuls. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de troubles mentaux. Les orphelins, le nombre. Les orphelins n'en parlent pas. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Plus de mois, papa était parti en voyage, papa n'est pas revenu, on n'a pas vu les corps, on n'a pas enterré le papa, la maman également. Pas confirmé si réellement il était là-dedans. Répétez un peu nos chœurs là-bas. Mettez-vous dans nos ponts là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé réellement dans les familles? Et c'est pour cela qu'on disait qu'on puisse venir. Là, nous sommes venus avec le rapport général qui est là avec nous. Ça, c'est un rapport général qui parle de la situation. Et ça donne des recommandations. Ici, nous avons avec nous les listes. Je vais dire d'abord, pour ce rapport, nous avons eu ce courage de nous-mêmes, je vais dire, de passer par tous ces bureaux que vous voyez ici. En commençant par la présidence de la République, la primature, les ministères, les ambassades, partout. Donc, tout le monde ça, oui, ça c'est de nous-mêmes. Ça c'est premièrement pour les rapports. En fait, les gouvernements ne disent pas que non, on ne savait pas, on n'est pas informé, tout ça, tout ça. En deuxième, ça c'est la liste. La liste. Après notre identification, comme les gouvernements avaient caché les manifestes, nous sommes arrangés pour juste faire ces rapports de liste également. Ça, il y a Minova, il y a Goma, il y a Boromana. Donc vous avez plus de 700 noms. Oui, que nous avons dans notre rapport. Et ça, c'est la transmission que nous avons eu à déposer. Disons les listes, les rapports également. Ça aussi, nous avons une correspondance que nous avons adressée à la ministre
comme appel à la solidarité. Vu que Madame la ministre, Maman Nathalie Aziza, que nous félicitons vraiment beaucoup pour sa bravoure, c'est qu'elle est en train de faire à tout moment, si les terrains, nous les voyons en Bujimaï, nous les voyons, je ne sais pas moi, à Kananga, nous les voyons, en tout cas, en train de faire beaucoup de choses là. En tout cas, nous l'encourageons beaucoup, parce que sa présence ne cesse de toujours de nous réconforter. Ça, c'est sa correspondance. Nous l'avons adressée. Et nous l'avons encore une fois rappelé que ce qu'elle avait fait, ça ne suffit pas encore. On a tellement besoin, comme nous l'avons évoqué, on a tellement besoin, les orphelins l'attendent. Mais qui devient le responsable du MV Merdi? N'est-ce pas qu'il doit, à son tour, dédommager les victimes de ce naufrage? Vous savez que jusque-là, le gouvernement est en train de... Il a été arrêté, semble-t-il. Bon, il a été arrêté. Est-ce que c'est lui? On ne sait pas, parce que c'est lui qui était responsable. Lui aussi avait connu ces mêmes cas. Heureusement que son corps était retrouvé. On a suivi le gouverneur militaire. Il a annoncé qu'on allait arrêter tous ces gens-là qui étaient responsables, c'est-à-dire au niveau du port, tous ces gens du ministère des Transports, ainsi que les responsables du bateau. Bon, pour nous, vous ne confirmez pas ça? Les arrestations, en tout cas, ne répondent pas à nos requêtes. Nos morts sont déjà disparus. On ne sait pas. Ça, c'est la responsabilité. En tout cas, ça revient dans les attributions du gouvernement. On cherche le manifeste. Ils sont mieux placés peut-être pour nous c'est ça. Les gouvernements cherchent. Nous avons amené la liste qui est là. Ça, c'est la liste de ces naufragés. Les manifestes, c'est à eux maintenant de nous dire non, vous dites faux, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et pourtant, nous avons déjà vérifié, avons identifié, et ce que nous avons eu, c'est avec les communautés de base, avec les familles des victimes directes, je veux dire, et tout ça, ça se trouve logé dans notre... Monsieur Kachilo, vous avez un truc à ajouter? Oui, c'est par rapport à la responsabilité du gouvernement. Pour nous, il n'est pas question de la responsabilité de la personne ou les détenteurs du bateau. Parce que le bateau était déjà déclaré hors usage par le même gouvernement. Et ce sont les services du même gouvernement qui l'ont autorisé intelligemment de commencer à naviguer. Mais aussi, il y a ces blocus sur les tronçons routiers Minova-Goma, imposés par les autorités gouvernementales, alors qu'ils laissent mouvement, passage libre dans d'autres tronçons où il y a les rebelles. Et ensuite, vous constatez les trafics illicites des minéraux. On dit qu'il y a des coupeurs de route, on ne peut pas exposer la population mais la même population est exposée dans les tronçons Goma, Kichanga, Goma, Ruchuru, Goma, Masisi. C'est la même. Et pour votre information, à Chacha, l'intersection ou les milieux dans ces tronçons routiers, il y a des personnes qui vivent là. Et ces personnes ne sont pas sécurisées par les gouvernements. Et il y a des commerçants qui quittent Minova pour aller se procurer des bovins sur les marchés de Chacha et qui les ramènent encore à Minova. Et vous pensez que ça cache une mauvaise volonté, une main noire? Il y a une main noire. Et c'est là qu'il faut se demander pourquoi la présence de ces minéraux dans ces bateaux, alors que au Sud Kivu, c'est à peine 2 jours que le gouverneur venait de lever le moratoire sur l'exploitation des minéraux. L'exploitation artisanale des minéraux. Et comment se fait-il que dans ces 2 jours du lever des moratoires, les minéraux venaient de quitter... Et MV Merdi fait le plein avec... Mais comment? Yangui sous roche. C'est là que nous chargeons le gouvernement et nous demandons qu'il y ait réparation quand même de ces familles victimes, parce que ils sont non seulement affectés par ces naufrages, mais ils sont aussi affectés par les guerres à répétition imposées par les rebelles. Depuis plus de 33 décennies. Et donc on est doublement victime. Exactement. Mais voilà. C'est quoi les recommandations en quelques lignes, les recommandations que vous faites aujourd'hui au gouvernement pour que ces familles retrouvent leurs droits? Ce que nous voulons ce que nous voulons recommander, ce que nous plaidons auprès du gouvernement, c'est quoi au juste? Nous voulons que le gouvernement d'abord soit responsable. Reconnaisse que ce sont ces citoyens qui ont eu ces problèmes et qui continuent à vivre ces problèmes. Ce que nous disons, d'abord, la réouverture de cette tronçon routier de Minova-Goma. Et si les gouvernements pouvaient continuer à camper sur sa position, de dire non, on laisse tout ça, bon, on a eu dur parce que nous avons même écrit à la MONUSCO
Nous avons faut demander l'appui logistique. Oui, nous avons alerté les services sécuritaires. Ici, au niveau de la capitale, nous avons des correspondances que nous avons déposées à la DEMIAP, à l'état-major général de la République, au ministre de la Défense, mais aux civils, tout ça. Nous avons déposé nos correspondances demandant la réouverture de cette route. Nous avons même écrit une lettre spécialement à la représentante de la MONUSCO ici au Congo. Dit que non, nous avons besoin qu'ils puissent quitter la complicité parce que leur silence, pour nous, ça se qualifie d'une complicité contre nous. Comment expliquer que là où on a la force de la MONUSCO, SADC, Samir, tout ça, comment ces petits comment? Explique comment. Et là, nous, entre guillemets, nous disons que ça peut servir de couloir de communication entre, disons, les minéraux quittés, la zone occupée par les rebelles, pour les acheminer vers les pays agresseurs. Dans ces situations, aménagent certaines personnes qui en profitent. Oui, et c'est pour cela que nous disons, nous en tant que population, si le gouvernement continue à garder silence face à ça, nous allons mourir tous. À l'exemple des 4 lépreux de la Bible, nous allons tous mourir dans cette route parce que nous sommes prêts à y marcher pacifiquement et à se prendre en charge. Et ce qui va être la suite, ça va retomber encore une fois à la charge. J'ai vu quelque part, vous souhaitez qu'on puisse mettre réellement un fonds, comme c'était le cas à Kisangani, un fonds d'indemnisation des victimes. Vous avez souhaité qu'on puisse construire des orphelinats, puisqu'il y a plusieurs enfants qui sont sans famille aujourd'hui. Et je ne sais pas, quelles sont les recommandations? C'est là que j'ai convergé, j'allais vers là. Exactement. Parce que la première des choses, l'ouverture de la route. La deuxième des choses, que les gouvernements puissent se prendre en charge. Il y a disons, des microfinances qu'on peut organiser, on peut accompagner, parce que j'ai dit, si vous arrivez sur les lieux du drame, si vous essayez de visiter un peu les familles, même mentalement, vous pouvez vous imaginer comment est-ce qu'une famille qui a perdu, par exemple, autant de personnes, papa, maman et enfants sont partis, mais les autres sont restés. Ils apprennent que nos papa, maman ont chaviré. Mais ça fait quoi vraiment? Il y a beaucoup qui étudient. Et puis, je vais vous dire ceci. Il y a même, parce que ce sont des petits paysans qui se débrouillent. Et comment ils font d'abord pour se nourrir? Parce que c'était l'activité qu'ils exploitaient. Oui, c'est ça. Heureusement que vous commencez à nous comprendre. Vous commencez à faire notre difficulté. Quand ils quittent Minova, d'abord, ce sont les paysans qui s'organisent en association de villageoises d'épargne. Donc quelqu'un peut venir et demander, non, vous pouvez m'aider avec 500 000 francs, je vais faire comment, je vais rembourser mensuellement. Et c'est ce qui réellement s'est fait pour essayer de se prendre en charge en famille. Également, nous allons signaler que nous vous signifions que la zone, la Minovala, zone en tant que zone, c'est une zone que nous considérons comme zone sinistrée. Pourquoi? Parce que la population de Nord Kivu, là qui occupe l'M23, toute cette population était vidée pour se déplacer vers Minova. Et là, on peut compter plus de 600 000 déplacés. Plus de 600 000 qui se joignent à plus de 200 000 habitants de ces contrôles, de ces coins. Sans route, Minova Goma bloqué. Difficilement assisté. Minova Bukavu impraticable. Seule voie qui nous reste, c'est les lacs. Les lacs aussi qui fait engloutir maintenant les gens. Est-ce que vous voyez un peu la situation qui est là? Et les personnes et leurs biais, tous partis. Et actuellement, la navigation est bloquée. Il n'y a plus d'autres bateaux qui font la traversée. Il n'y a pas de bateaux, mais plutôt on a fait recours à des pirogues motorisées, bien sûr. À des pirogues motorisées. Qui n'est pas aussi... Et récemment, avec les gouverneurs, les gouvernements, on a eu à recevoir des gilets, et des sauvetages. On est en train de faire tout ça. Mais entre-temps, Minova mérite mieux que ça, parce que si même on devrait disponibiliser 2 bateaux sur ces Minova-là pour permettre à toute cette population qui s'est déplacée des nord vers les sites d'évacuer un peu librement sur les eaux. Mais c'est l'occasion pour vous de lancer un appel, parce que je donne l'exemple de Manuel. Et Manuel, ça appartient à un particulier qui est de Bukavu, qui a construit et qui fait des navettes, qui aide la population d'une certaine manière. Mais je suppose aussi de l'autre côté, de l'autre territoire de Calais, de Massiste, il y a des notables qui ont beaucoup d'argent, qui peuvent aussi mettre à profit leurs moyens pour que ça profite à la population. Voilà l'occasion pour vous de... Nous sommes en train de les dire. Je me souviens en mai 2023, j'étais encore une fois ici à Kinshasa.
après avoir vu, parce que moi je suis calais 100%. Ok. Quand j'essaie un peu de me localiser dans ces Calais, en tout cas Calais, ça devient invivable. De part des catastrophes naturelles, vous avez été au courant de plus de 5000 la fois dernière, Bouchouchou et Nyamukubi disparus dans les eaux. Disparus. Et aujourd'hui, quel est le comportement de cette population? Mais aujourd'hui encore, ce que nous vivons aujourd'hui. Hier, avant-hier ici, l'éboulement de Nyabibou encore une fois, qui a emporté des maisons et plus de 11 personnes disparues. Tout ça. Avec le plus Moi, j'avais pris le courage d'écrire, de m'adresser au président de la République, de faire une note de plaidoyer. J'avais plaidé et j'avais mis toutes les causes, les conséquences qui sont vécues de jour au jour dans cette correspondance. Mais aujourd'hui, bon, je me disais que je faisais comme si j'ai prophétisé. Mais aujourd'hui, ça revient. Et ça crée beaucoup. Si nous pouvons un peu revenir sur la phase là, des déplacés, déplacés de guerre. Les déplacés sont là, mais personne ne s'occupe, parce que les déplacés occupent et les écoles, et occupent les églises. C'est une famille qui a été déplacée. Papa, maman et les enfants. Quand ils arrivent dans une église, par exemple, vous êtes marié, vous avez votre femme, les enfants sont là, il y a des besoins qui s'imposent. En tant que marié, est-ce que vous pouvez vous imaginer quelle peut être la vie dans une église, une salle? Un couple vit dans une église. D'abord, c'est une église et puis on vit là-bas en tant que couple en présence des enfants. Mais ça c'est l'attentat à la pudeur. Vous comprenez ce que nous voulons dire par là. Et tout ça se vit du jour le lendemain. Et tout ça, vraiment, ça joue un peu à la morale de la population, ça déstabilise beaucoup la population. Par ce fait, nous sommes en train de dire que les gouvernements feraient des sommiers de doter la population de Minova par au moins des bateaux. 2, je vais dire, je précise, qui peuvent aider les mouvements sur les eaux afin que les populations puissent arriver à Goma, à Bukavu, vendre tranquillement et puis sécurité. C'est un peu ça. En deuxième, nous voulons que les gouvernements, par notre plaidoyer que nous faisons ici, puissent au moins disponibiliser des orphelinats pour prendre ces enfants, non seulement victimes du naufrage, mais aussi les enfants de la rue par la guerre qu'on nous impose. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui traînent dans les rues, qui passent une nuit à la belle étoile et qui se demandent est-ce que nous sommes chez nous ou pas. Pendant que les autres ne vivent que les paris ici à Kinshasa. Nous voyons la vie, c'est quand même c'est Amiens. Tout ça. Et aussi ce Congolais, qui ont d'ailleurs donné plus de confiance au président de la République en lui offrant leurs offrages. Là, peut-être qu'il n'est pas au courant, mais ce sont ces électeurs qui souffrent là-bas encore une fois. Mais non seulement cela, ces enfants devraient avoir un accompagnement dans les domaines de l'éducation. Ça, vraiment, nous insistons. Ils ont droit à l'éducation. Que les gouvernements, au travers les ministères des Affaires sociales, qu'on puisse quand même voir comment est-ce qu'on peut équiper, occuper, accompagner ces enfants. C'est vraiment sa valeur importante dans la communauté. Monsieur Kachideo, vous avez un autre élément à ajouter par rapport aux recommandations avant qu'on puisse chuter puisqu'on tend vers la fin de l'émission également. Oui. En plus de tout ce que les porte-parole venaient de dire, je voudrais insister sur un fait. C'est la survie économique de ces familles. Je sais qu'il en a parlé, mais c'est le nœud même de notre plaidoyer, en plus de l'éducation, la survie économique. Si le gouvernement congolais peut débloquer une somme importante pour assister une famille de l'une de nos concitoyens qui est décédée à l'étranger, une somme importante que je me réserverai de dire ici. Pourquoi maintenant le gouvernement ne peut pas réfléchir d'une façon responsable pour plus de 500, plus de 600 familles touchées par une tragédie pareille dans l'est de la RDC, en plus des guerres qui se vissent dans notre entité. Et que donc, un fonds d'indemnisation responsable serait nécessaire pour faciliter, pour permettre à ces familles de pouvoir bien se réinsérer dans la société. Voilà ce que je voulais ajouter en gros.
tout en insistant sur la prise en charge au niveau des écoles pour l'éducation de ces enfants-là restés orphelins, mais qui étudient au niveau de l'école secondaire. Dans ces territoires? Actuellement, dans les territoires de Calais, le porte-parole a touché d'abord, il y a recrudescence des catastrophes naturelles qui continuent à emporter déjà. S'agissant de cette situation liée à ce naufrage, actuellement, il y a des gens qui se font arrêter parce qu'une personne qui est venue de sa famille et a voyagé avec le bateau Merdi, MV Merdi, il est parti avec l'argent et il est décédé. Maintenant, c'est lui qui avait donné l'argent à cette personne-là revient à la famille pour demander non, restituez-nous notre argent. Au niveau même des associations villageoises d'épargne et de crédit, il y a des poursuites. Les enfants ne vont plus à l'école. Les gens meurent de faim. Ils n'ont plus à manger. Parce que c'était même le jour où les gens quittent Minova. Parce que les gens quittent Minova chaque lundi et jeudi pour aller se procurer en marchandises à Goma. Et c'était le cas. Vous comprenez que la vie devient totalement difficile. Voilà pourquoi ces fonds d'indemnisation est d'une importance capitale dans cette entité. C'est quoi votre mot de la fin? J'aimerais que le rapporteur, le porte-parole aura aussi à conclure, mais pour qu'on puisse finir aujourd'hui, c'est quoi le message que vous lancez aux autorités compétentes, ainsi que surtout aux ressortissants, les notables du coin, les élus? Merci beaucoup. En fait, je voudrais demander d'abord que nos élus puissent s'activer dans cette affaire. Ils sont ici à Kinshasa, ils sont venus ici comme représentants de cette population-là, meurtrie, mais nous constatons un léger laxisme auprès d'eux. Apparemment, ils font comme si cette situation, c'est une affaire des autres, mais pas la leur. Je leur demande de s'impliquer dans cette situation. Et deuxièmement, au gouvernement congolais, nous demandons que le chef de l'État puisse, à travers ses services, parcourir ses rapports et au besoin même nous recevoir pour lui parler à vive voix sur cette situation, et surtout le rétablissement de la paix. Le rétablissement de la paix dans cet axe, dans le territoire de Massissi et dans la partie est de la RDC, parce que s'il n'y avait pas de guerre, tout ceci ne pourrait pas arriver à notre communauté. Exactement, c'est très crucial. Alors, Monsieur Némi, c'est quoi votre mot de la fin, puisque nous sommes pratiquement à la fin de cette émission? Vous avez tout expliqué, mais en conclusion, qu'est-ce que la population, les autorités doivent retenir? Oui, à part les interventions dans les domaines économiques et bien financiers, mais aussi éducationnels, je voulais aussi y ajouter les domaines sanitaires. Ça vraiment, ça cloche beaucoup, parce que les orphelins ne savent plus accéder aux soins primaires. Les rescapés eux-mêmes, il y a parmi eux qui avaient payé même les factures après naufrage, tu es à l'hôpital pour réanimation. Et puis là, on te fait payer encore une fois. Mais il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi de toutes les façons. Ça aussi, ça devrait intervenir. À mon dernier mot, ce sont des remerciements que nous réitérons auprès de notre gouvernement, tout en l'invitant d'être flexible par rapport aux doléances de notre communauté, en commençant par le président de la République et lui en tant que garant de la nation, qu'il puisse encore une fois disponibiliser des moyens pour venir en aide de ces familles. Nous demandons à son Excellence la Première ministre de faire des sommiers, surtout que les mamans, qu'elles soient vraiment affectionnées par cette situation, afin de venir en aide de cette population qui crie au secours, qui crie vraiment au secours, tel que moi, les titulaires de notre rapport, si elle peut se donner ce courage. Nous l'avons demandé aux audiences parce que nous voulons parler, nous voulons la rencontrer. La télévision ne nous suffit pas pour nous exprimer, mais si on pouvait la rencontrer, ça serait vraiment pour nous très utile, afin qu'elle puisse bien capter les messages de ces victimes. En deuxième, nous voulons parler, encourager également son Excellence et Maman Affaires sociales et humanitaires, Maman Nathalie Aziza Mounana, en tout cas par ce qu'il est en train de faire, qu'elle puisse encore une fois penser, parce qu'elle avait promis elle-même qu'elle pourra encore une fois repasser. Nous avons été à son cabinet et nous l'avons quand même vu. Ce qu'elle a promis, nous croyons qu'elle va les réaliser. Nous l'encourageons beaucoup. Nous sommes en train de parler également
à l'honorable président. Honorable président, d'abord en tant que notable du coin, en tout cas qu'il puisse user de tous ses moyens. Et il est là en tant que porte-parole, il est là en tant que mandaté de la communauté, en tout cas qu'il puisse faire de tous ses moyens. Que d'abord nous remercions parce que l'enveloppe là qu'il avait disponibilisée pour assister au DEI, ça a été bien servi et que ça ne suffit pas seulement plutôt qu'il puisse faire nos recommandations, ses recommandations, en fait de les porter plus loin, bien plus haut. Et ça aussi nous avons demandé audience parce qu'il y a certains éléments qui lui doit encore une fois écouter. Nous en avons tant, il y a des secrets qui sont en train d'être cachés. Aujourd'hui nous demandons, est-ce que réellement la guerre de M23, c'est une guerre en soi ou bien c'est une guerre politique, c'est une guerre commerciale, là qu'on peut retrouver des minéraux, là qu'on trouve, je ne sais pas moi, en tout cas il y a beaucoup de... Et pour ceux qui souhaitent entrer en contact avec votre collectif, comment vous joindre? En fait, nous avons des adresses, nous avons les numéros de téléphone, nous avons, il y a mon numéro d'abord, moi premièrement, c'est les 09 93 33 84 97. Ça, c'est mon numéro RTL. J'ai aussi, RTL 09, je disais, 09 93 33 84 et 97. Et mon numéro Vodacom, c'est les 0 81 66 5 66 37. Je répète, 081 66 5 66 37. Ça sont mes deux numéros qui, à tout moment, et si je ne suis pas joignable, il y a les rapporteurs, il y a sur nos documents-là, nos correspondances sont bien affichées, et quiconque a besoin peut-être de nous appeler, nous avons demandé des audiences, que nos ministères, parce qu'en matière de transport, nous avons à communiquer avec le ministre des tutelles. En matière, je ne sais pas moi, d'environnement, surtout nous insistons encore, parce que nous avons eu aussi à adresser à Madame, Son Excellence Ève Bazaïba, je crois, si je ne m'abuse, sa correspondance est là, en fait de parler un peu. Vous voyez, il y a un aspect que je vais ajouter, il y a une parenthèse. Aujourd'hui, il n'y a pas accès au parc national de Virunga. Mais chez nous, nous avons le parc de Kaouzi-Biega, qui est aujourd'hui envahi. Parce que la ville de Goma et de Bukavu même, je vais dire, est alimentée en braise par les arbres qui sont du parc, mais aussi l'environnement est complètement détruit au niveau des ça aussi, c'est un problème. Je pense qu'on aura une fois de plus l'occasion d'en parler. Ouais. Vous pensez, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Si vous pouvez penser quelque chose par semaine, après nos investigations, plus de 3000 sacs quittent Calais et pour Goma. Et ça fait entrer dans le trésor public. Combien d'argent? Ça fait. Tout ça, il n'y a pas idée ça détruit l'écosystème également. Mesdames et messieurs, vous avez compris, c'est la fin de cette émission. Il y a beaucoup à dire, beaucoup à parler. Vous avez compris, ce sont eux les victimes de ce naufrage de MV Merdi survenu le 3 octobre 2024 sur le large du lac Kivu. Ils ont parlé, ils ont donné des recommandations ainsi que expliqué leur version des faits. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et la suite au prochain numéro. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Ouais.